Et on a, in fine, une extrême gauche qui s'est retrouvée du mauvais côté du barrage républicain qu'elle a elle-même contribué à construire et qui du coup hurle à l'atteinte à la Constitution et à la démocratie. Mais ça la dérangeait pas trop d'exclure le Rassemblement national des postes de direction de l'Assemblée en se torchant avec le règlement de l'Assemblée nationale. Et c'est ça la démocratie en France. C'est-à-dire que grosso modo, quand il faut piétiner les droits d'un adversaire, il n'y a aucun problème. Mais quand on piétine les siens, ah non, là il y a une atteinte à la démocratie. La façon dont on market en France, c'est Bolsonaro méchant, bon, ce qui est facile, hein, c'est vraiment, et Lula gentil, ce qui est vraiment prendre des gens pour des cons. Vraiment. Il a quand même pas mal de casseroles, Lula, hein. Il a fait pas mal de prison. Oui, il a énormément de casseroles. Mais il y a d'une façon générale, quand on vous vend une situation comme il y a les gentils et les méchants, c'est qu'on vous prend pour un abruti. Bienvenue à tous sur le podcast de Cryptos. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Bonjour. Comment je peux te présenter je sais pas, comme tu veux. Dinosaure de l'internet, même si objectivement il y a une génération derrière moi, hein, qui est en l'occurrence celle de mon père. Je suis sur le web, on va dire dinosaure du web, plus que de l'internet. D'accord. J'étais sur le web dès le début. Alors, grâce à mon père d'ailleurs. Grâce à ton père, ok. Et alors aujourd'hui, on va parler de pas mal d'affaires en ce moment, donc l'affaire Telegram et l'affaire Twitter, avec notamment l'affaire Elon Musk au Brésil. Et on va se poser la question suivante, c'est est-ce que les réseaux sociaux sont-ils une menace pour notre démocratie ? Et alors avant qu'on parle de ce sujet-là, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne Cryptostalk, qui est la chaîne secondaire sur laquelle on publie les interviews une semaine à l'avance et qui est une chaîne dédiée au podcast. Ceci étant dit, parlons de l'affaire Pavel Durov, donc qui est le fondateur de Telegram, qui a été arrêté à Paris il n'y a pas longtemps. Est-ce que déjà tu peux rappeler un peu les faits ? Les faits bruts, c'est Pavel Durov, donc le fondateur président de Telegram, qui vient passer quelques jours à Paris avec son assistante ou sa gonzesse, je ne sais pas, et qui se fait arrêter à la sortie de l'avion. Ouais. Quelques jours plus tard, on a les chefs d'inculpation qui sont publiés par le tribunal judiciaire de Paris, qui sont une longue liste à la Prévert de 12 chefs d'inculpation. Il y en a un qui tient la route, qui est qu'il n'aurait pas vraiment coopéré avec les autorités judiciaires, ce qui est très crédible. Il y en a 3 qui concernent la cryptographie et qui sont flippant pour l'industrie qui touche à la cryptographie au sens large, hein, pas que la crypto, ça va bien au-delà des crypto-monnaies, la cryptographie. Dans le sens où finalement il y a plein de messages qui sont encryptés et qui sont... Ah non. Ce qu'on reproche à Pavel Durov, c'est typiquement de ne pas avoir fait les déclarations comme il fallait, des éléments juridiques qui sont très bancals d'un point de vue judiciaire, qui pourraient arroser beaucoup plus large que le simple cas Telegram, qui pourraient être retenus contre une quantité faramineuse d'acteurs qui utilisent la crypto, pas la crypto-monnaie, la cryptographie. Ça va bien plus loin que la crypto-monnaie. Et donc, ils sont tout aussi flippants que les 8 autres chefs d'inculpation qui sont complicité de toute forme de crimes qui ont eu lieu sur sa plateforme. Pédophilie, blanchiment d'argent, crime organisé, tout un tas de trucs. Donc, dès qu'il y a un crime commis sur Telegram, il est complice. Ouais. Et donc, une peine de prison qui peut aller jusqu'à, j'imagine, une vingtaine d'années facile, parce que, et encore, on n'est pas aux États-Unis, ça se cumule pas, mais bien dissuasif. Et puis après 48 heures de garde à vue réglementaire, il a été, alors pas assigné à résidence parce qu'il n'a pas de résidence à Paris, mais interdit de sortie du territoire et obligé de pointer au commissariat 2 fois par semaine, je crois. Ok. Alors on reviendra après justement sur le fait que tu expliquais, hein, c'est-à-dire que ces faits-là, les faits qui lui sont reprochés, on pourrait reprocher finalement les mêmes faits à, Elon Musk, Zuckerberg, Evan, j'ai oublié son nom, le patron de Snapchat. À plein de monde, et puis sur le volet cryptographique, Alexis Roussel, qu'on salue au passage, Nîmes, typiquement, c'est fourniture de moyens cryptographiques pour assurer la confidentialité des échanges, il fait ça, de façon beaucoup plus sérieuse que Telegram, au passage, mais plein de monde pourrait être arrêté dès demain sur le même genre de chef d'inculpation. Ouais, on reviendra un peu là-dessus. Alors déjà, au moment où il a été placé en garde à vue, il a demandé à faire prévenir Xavier Niel. Pourquoi, à ton avis Parce qu'il n'avait pas le numéro d'Emmanuel Macron, parce qu'il était probablement de se demander si c'était pas un piège tendu par Emmanuel Macron. Alors, probablement pas, mais il y a eu une période de flottement. Et que, après Emmanuel Macron, dans son carnet d'adresse, le plus puissant en France qu'il avait, c'est Xavier Niel. Ok. Est-ce que tu penses que Emmanuel Macron, d'ailleurs, était au courant de l'arrestation ? Est-ce que c'est lui qui l'a... Alors, dans un premier temps,
Oui, j'étais convaincu qu'Emmanuel Macron était au courant parce que la séparation de l'exécutif et du judiciaire, c'est une vaste blague en France. Et puis qu'au-delà de ça, on a des services de renseignement. Donc quand un protégé du président de la République fait l'objet d'un mandat d'arrêt, c'est le boulot du service de nos services de renseignement d'en avertir la présidence de la République, à minima. Et donc l'hypothèse était que Emmanuel Macron se serait abstenu de prévenir Pavel Durov. Et puis là, le Canard a sorti hier un article qui tendrait, mais il faut prendre des pincettes avec les révélations du Canard, qui tendrait à montrer que la justice a pris un luxe de précaution pour préserver le secret, de façon à ce que justement Emmanuel Macron ne soit pas au courant. Et donc ça serait là la justice qui aurait tendu un piège, pas seulement à Pavel Durov, mais aussi à Emmanuel Macron, ce qui est très rigolo, et ce qui montre bien l'état de la justice, où effectivement, encore aujourd'hui, elle peut prétendre à être indépendante de l'exécutif, tant que la vie privée existe. C'est-à-dire, il n'y en a plus pour longtemps, puisqu'elle est elle-même en train de détruire toute la possibilité d'avoir une vie privée. Complètement. Et alors, la question que je me suis posée, que beaucoup de gens se sont posés, c'est quoi le message que la France envoie au monde avec l'arrestation de Pavel Durov ? Alors d'abord, c'est pas la France, c'est la justice française, ce qui n'est pas la même chose. Ensuite, après, c'est un peu notre image. C'est un message affreusement complexe, parce que Pavel Durov est à cheval sur 3 zones géographiques. Il a 4 passeports, mais il a un passeport qui est un passeport de complaisance sur un paradis fiscal qui n'a pas grand intérêt. Il a un passeport russe, il a un passeport émirati, il a un passeport français. Ces 3 zones qui sont en ce moment dans des turbulences. Alors la Russie est probablement la plus stable parce que qualifier cette dictature, c'est un peu large, mais enfin bon, c'est pas une démocratie. De toute évidence, le pouvoir est maintenu de façon ferme. La France, on est tous au courant de la situation fluctuante et on s'attend tous à la rentrée à avoir du Macron démission dans toutes les rues. Et puis on voit mal comment il pourrait en être autrement, parce qu'il ne semble pas y avoir de possibilité de mettre en place un gouvernement, vu qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Et donc la seule issue à ça, c'est la démission du président. Donc on est sur une situation très explosive en France, ou très instable, pas explosive. Et puis aux Émirats, la situation, elle, est potentiellement explosive, parce qu'on est dans une lutte de pouvoir interne entre d'abord les Émirats d'Abu Dhabi et de Dubaï. L'un souhaitant orienter l'avenir des Émirats vers la Chine, l'autre vers Israël et les États-Unis, mais surtout Israël, beaucoup plus que les États-Unis qui ont commencé à se faire dégager depuis 2017-2018 de cette région du monde, au profit des Chinois et des Français, dont le sort est incertain dans cette région du monde. Et puis entre ces 3 zones-là, il y en a quand même 2 qui sont dans une guerre par proxy, qui sont la France et la Russie, avec un télégramme dont les relations avec la Russie, même si elles ont été froides à un moment, ont l'air de s'être fait réchauffer. Entre-temps, le Wall Street Journal qui révèle que les services français avaient un canal de communication direct avec Pavel Durov pour obtenir des informations nécessaires à leurs investigations. Donc légitimement, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'en soit pas de même pour les services russes et les services émiratis. Ça fait un agent triple. Donc, voir un message clair de la France, c'est difficile. Ça n'empêchera pas la presse de trouver des messages, mais pour l'instant, on a plutôt la justice française qui a mis les pieds dans le plat, dont on ne sait pas très bien quoi. Elle a vraisemblablement voulu lancer un signal, mais elle a vraiment mis les pieds dans le plat d'un bordel géopolitique considérable, ce qui n'est pas du tout le boulot de la justice française. C'est pas le travail de la justice de s'intéresser à l'international, enfin, en tout cas pas à la géopolitique. Mais toujours est-il qu'elle a mis les pieds dans un plat qui risque d'éclabousser au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et on n'est pas au bout des clés de lecture qui vont arriver au fil de l'eau, qui vont nous permettre d'y voir de plus en plus clair. Complètement. Et d'ailleurs, est-ce que Pavel Durov, il a quand même un moyen de faire pression à son tour à la France, en révélant, je sais pas, des conversations secrètes que pourrait avoir par exemple. Il faut une sacrée paire de couilles pour commencer à faire pression sur. Elon Musk est capable de faire ça. Il le fait au Brésil. Mais je peine à voir qui d'autre dans des grandes puissances du numérique fait ça, en tout cas de façon aussi ouverte. C'est pas. Non, après, j'ai pas une opinion très positive de Pavel Durov. Son côté Andrew Tate orthodoxe me refroidit un peu, mais c'est très subjectif. Je ne vois pas en lui un Assange.
Okay. Après, c'est pas objectif comme jugement, mais je ne vois pas en lui un Assange. Par contre, il a un frérot qui lui a disparu des écrans radars, qui a jamais été présent sur les écrans radars. Le frère Durov, c'est pas du tout le genre à s'afficher avec du mannequin russe et des montres de luxe. Enfin, il n'est pas du tout dans le show-off de Pavel Durov. Il a disparu des écrans radars. Il est proche d'un clan émirati qui lui est plutôt orienté vers la Chine, et donc pas le clan émirati avec lequel Macron est en affaires. Les affaires de la Macronie avec les Émirats remontent à avant l'accession de Macron au pouvoir. C'est le Monde, non, c'est le Wall Street Journal qui a révélé que en 2016, Pavel Durov avait été mis sous écoute par une opération conjointe entre les services émiratis et les services français, vraisemblablement avec du Pegasus, dont ne disposait pas la France, d'où ce partenariat. Les Émirats disposent de Pegasus depuis bien longtemps. Pegasus, on rappelle, c'est vraiment la solution, je crois, israélienne. C'est la solution israélienne ultime pour aller récupérer toutes les contenus d'un téléphone. On rappelle aussi que au jour d'aujourd'hui, la France, vraisemblablement la Russie, la Chine, les États-Unis ont l'équivalent, peut-être pas aussi chiadé, mais toutes les grandes puissances du cyber, dont la France fait partie, disposent de ce genre de gadget. Pegasus est le plus connu. Mais toujours est-il que la France et les Émirats conjointement ont mis Pavel Durov sous écoute, que la France avait pour objectif de pirater Telegram depuis belle lurette, on ne sait pas très bien s'ils ont réussi ou pas, que Telegram c'est le lieu d'échange de l'armée ukrainienne comme de l'armée russe, donc c'est complètement stratégique, mais c'est aussi l'outil privilégié pour tout un tas de résistances face à la dictature aux quatre coins de la planète. Il n'y a pas que des pédophiles. Au passage, les pédophiles n'ont rien à craindre. Ils seront les premiers à passer sur un autre système dès que ça sera mis sous surveillance, et vraiment s'il y a une population qui n'a strictement rien à craindre de tout ce qui va arriver, c'est bien les pédophiles. Ils étaient sur d'autres technologies avant que Telegram n'arrive et ils survivront très bien. C'est vraiment un prétexte qu'on donne à la population pour qu'elle regarde le doigt plutôt que la lune. Ouais, de montrer que Telegram c'est utilisé par les criminels, un peu comme les crypto-monnaies d'ailleurs à l'époque. Ce qui est vrai aussi, il ne faut pas se cacher. Ouais, bien sûr. Mais les billets d'$1 aussi sont vachement utilisés par les criminels. Voilà, même les Facebook ou j'en sais rien, j'imagine, par tous les réseaux sociaux finalement. Ah mais si tu achètes de la drogue dans la rue à Paris, tu vas utiliser des billets de 20 €. Voilà. Est-ce qu'il faut interdire les billets de 20 €? Exactement, un jour on nous fera probablement le coup, ceci dit. Mais c'est totalement risible. Et alors, depuis son arrestation, Pavel Durov, il a été remis en liberté. Il sera un contrôle judiciaire, obligation donc, de cautionnement de 5 millions, c'est ça? Oui, une paille. Ouais, un pointage, comme tu as dit, 2 fois par semaine au commissariat. Et concrètement, qu'est-ce qu'il encourt Il encourt une Carlos Ghosn. Mais j'imagine que les services le surveillent de près. Il encourt, c'est simple, ta complicité de tout un tas de trucs. Le fait d'être complice, ça t'expose à la même peine que celui qui a commis l'infraction. J'ai pas le code pénal en tête, mais à vue de nez, je dirais une 20aine d'années de prison. Ok, ouais, donc c'est pas rien. Et d'ailleurs, tu parlais des Émirats Arabes Unis. Ce serait quoi en fait le risque d'une implication des Émirats dans ce conflit? Tu disais d'ailleurs dans une autre interview, je crois que c'était au moment de l'affaire Blas avec Nicolas Sarkozy ou Michel Platini, où il y avait des informations qui avaient été... les Émirats sont la deuxième grande puissance cyber des pays réunis sous les accords d'Abraham, qui sont les accords de paix mis en place par Donald Trump lors de son premier mandat. Il y a Israël et les Émirats. Et autour d'eux, tout le groupe des accords d'Abraham, c'est-à-dire une très large partie des pays arabes, à l'exception de l'Algérie, de la Tunisie et de quelques autres, ainsi évidemment que l'Iran, le Qatar. Et j'en oublie 2-3, mais ils sont pas majeurs. Mais grosso modo, Trump a fait signer des accords de paix entre ses frères ennemis. L'Arabie Saoudite est sur le point de signer, mais bon... comme ils ont dressé leur population à être anti-israéliens pendant des générations, c'est compliqué. Mais toujours est-il que ils ont plus ou moins signé, ils disposent des outils technologiques d'Israël, il y a de facto une coopération militaire et technologique avec l'Arabie Saoudite, donc c'est tout comme ils avaient signé. C'est juste très compliqué parce que la population est vraiment pas d'accord. Dans les autres pays signataires des accords d'Abraham, la population n'est pas d'accord non plus, mais toute forme de résistance est écrasée, notamment grâce au cyber. Donc la population on s'en fout. Elle n'a pas son mot à dire. Du coup, je vais rebondir ta question initiale. C'était sur les Émirats Arabes Unis, en fait. Alors, les Émirats ont une très grande compétence cyber et donc ont une entité comparable à la NSA, mais en version vraiment diabolique, dont l'objectif était de lutter contre le terrorisme jusqu'au printemps arabe, où là ils se sont dit que le vrai danger c'était quand même plus les frères musulmans, qui ne sont pas
tout à fait la même chose que le terrorisme, et qui avait pris le pouvoir en Égypte, et puis tous ces connards de pro-démocrates et de droits de l'homiste, qui étaient un réel danger, parce que c'est eux qui avaient déclenché vraiment la révolution, notamment en Tunisie. Donc ils ont réorienté leur appareil cyber sur tout ça. Et puis, ils ont mené, comme la NSA au final, des grandes campagnes de piratage de tout un tas de choses. En 2015, de mémoire, ils ont mené une campagne de piratage sur le Qatar, qui a notamment atteint des journalistes, mais aussi tout un tas d'officiels. Et ils ont dérobé plein de documents dans différents ministères, dont le ministère des Finances qatari. 2 de ces documents se sont retrouvés des années plus tard chez Blast. Et c'était, pour simplifier, des ordres de virement destinés à la femme de Nicolas Sarkozy, mais aussi à Michel Platini, à sur l'organisation de la Coupe Bernard-Henri Lévy, pour les remercier avant tout, ce qui est plus gênant que la Coupe du Monde, parce que pour les remercier de leur contribution à la guerre en Libye. Oui. Et puis, bon, la Coupe du Monde, mais bon, ça, objectivement, la corruption pour obtenir la Coupe du Monde, on s'en c'est fout. C'est sujet moins. Ouais, c'est pas bien, c'est de la corruption, c'est mal, tout ça, mais par rapport à la guerre en Libye, c'est rien à voir, oui. C'est rien du tout. Et donc tous ces documents sont retrouvés chez Blast. Bernard-Henri Lévy, qui lui aussi avait reçu une somme rondelette pour sa contribution à la guerre en Libye, a eu la bonne idée d'attaquer Denis Roberts, qui a donné l'occasion à un juge de se prononcer, et le juge a renvoyé sur le banc de touche Bernard-Henri Lévy. Denis Roberts qui est le fondateur de Blast, qui est un journaliste français qui est peut-être plus connu pour l'affaire Clearstream, et qui est un habitué de grandes révélations sur la base de documents qui jusqu'ici n'étaient pas du tout destinés à être publiés. Et justement, avec l'affaire Telegram, est-ce qu'on pourrait avoir le même risque, entre guillemets, que des conversations un peu secrètes sur Telegram? Alors, je ne crois pas à l'hypothèse Durov qui, de facto, devient Assange. Par contre, que les Émirats ou les Russes qui auraient un accès à Telegram, parce qu'après tout, les services français en ont aussi un, l'utilisent pour aller choper des conversations privées de la Macronie et les publie, un peu comme Assange a publié les emails d'Hillary Clinton lors de la campagne de Donald Trump. Oui, ça c'est une vraie possibilité, oui. Ok. Je voudrais qu'on parle un peu de la responsabilité des réseaux sociaux. Toi, c'est quoi ton avis sur la messagerie Telegram en tant que telle? C'est de la merde. Ouais. Pour quelle raison La première raison, c'est que le chiffrement de bout en bout pour les conversations entre 2 individus est optionnel. Ouais. Donc il faut activer une option, et que la plupart des gens ne savent pas qu'elle existe. Ouais. Notamment chez les politiques à qui on dit « t'inquiète Coco, c'est crypté, tout va bien », ils ne sont pas du tout au courant qu'il y a cette option-là, la plupart du temps. Ensuite, les conversations de groupe ne sont pas chiffrées, et donc toutes les conversations croustillantes au sein de la Macronie ne sont pas chiffrées. Elles sont chiffrées sur le serveur, mais chiffrées par Telegram, de façon à ce que les données du serveur, si elles fuitent, mais Telegram elle est à la clé. Ensuite, le code n'est pas open source, et donc par rapport à Signal, typiquement, Signal, il faut que tu fasses confiance aux mathématiques. Telegram, il faut que tu fasses confiance à Pavel Durov. Bon, personnellement, je préfère les mathématiques. Ouais. Et je préfère le code et les mathématiques qu'à Pavel Durov. De la même façon que Twitter, tu as le code. Donc, si tu veux comprendre comment fonctionne l'algorithme, tu vas sur GitHub. Et tu n'écoutes pas ce que te raconte Elon Musk, tu n'es absolument pas obligé de faire confiance, il n'y a aucune raison de faire confiance. D'ailleurs, il ne commente pas vraiment la façon dont fonctionne son algo, mais tu as le code. Donc tu as des tas de gens qui commentent le code, qui le lisent, qui le commentent, et à chaque fois qu'il y a une update, il y en a une qui va arriver sous peu, qui recommente et qui explique typiquement comment faire le buzz sur Twitter, est-ce qu'il faut mieux faire des likes, des machins, des trucs ou des bidules. Tu as le code, donc c'est très facile sur Twitter, on sait comment faire. Ouais. Alors que sur Facebook, c'est du rétro-engineering, c'est pas pareil. Ouais. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais un peu de l'usage détourné de Telegram, c'est-à-dire qu'on reproche à Pavel Durov l'usage qu'il fait de sa plateforme, que ce soit utilisé par des criminels et toutes sortes de 1 milliard d'utilisateurs, t'as forcément t'as forcément des gens pas bien sur 1 milliard. Et alors la question qui se pose, c'est est-ce que Telegram, en tant que messagerie, est responsable de cet usage détourné? En gros, est-ce que Telegram... Aux yeux de la loi, non. Aux yeux de la loi, non. Non, heureusement. Non, aux yeux de la loi, non. Tu peux pas imaginer, avec 1 milliard d'utilisateurs, être responsable de tout ce que font 1 milliard d'utilisateurs. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce que c'est le rôle d'un réseau social comme Telegram, par exemple, de modérer des échanges privés qui peuvent être effectués au sein de sa plateforme? Alors, il peut pas. À la limite, sur Telegram, dans la mesure où ils n'ont pas chiffré tout, ils pourraient, et ça c'est une grosse connerie, s'il avait tout chiffré, ils pourraient répondre désolé, on voit rien, on peut rien modérer. Mais au-delà de ça, ce qu'imposent des réglementations comme le Digital Services Act, le DSA, c'est que si on leur signale un problème, ils sont tenus d'aller voir et de prendre une décision. Et encore, c'est pas n'importe qui, c'est des signaleurs de confiance. Parce que sinon, n'importe quel Pékin pourrait s'organiser avec ses petits amis pour aller signaler un truc et le faire sauter. C'est ça.
le DSA a anticipé ça. Mais si des signaleurs de confiance, qui sont des entités désignées par les autorités locales, l'ARCOM en France, et en France, on ne sait pas qui est signaleur de confiance. Ça a été fait dans l'obscurité la plus totale. Okay. Mais il y a des shérifs de l'information en France qui ont pas le droit de vie ou de mort, parce que les réseaux sociaux tranchent in fine, mais qui parcourent les réseaux sociaux pour aller faire les shérifs de la liberté d'expression. Et on ne sait pas qui c'est. On se doute tous un peu, mais on ne sait pas qui c'est. Donc ces gens-là signalent, avec l'autorité du shérif, aux réseaux sociaux que tel contenu leur pose problème. Et les réseaux sociaux, s'ils ne se saisissent pas du problème, peuvent par la suite se retrouver dans une procédure juridique. C'est ça le DSA, pour faire simple. Okay. Ça n'est en aucun cas une injonction faite aux réseaux sociaux de faire la police eux-mêmes chez eux. Et tu penses que la loi devrait évoluer que... Elle peut pas. C'est ridicule. La Chine a cette logique-là. Les réseaux sociaux font la police chez eux. Sauf que pour... C'est-à-dire que tous les contenus des messages sont analysés concrètement par le réseau social. Tous, je sais pas. Mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de liberté d'expression en Chine, donc c'est plus facile. Hein. Ouais. Toujours est-il que pour 800 millions d'utilisateurs, ils ont 2 millions de modérateurs. Donc tu fais une petite règle de 3, ça veut dire grosso modo que Facebook doit engager demain 1 million de modérateurs. Ouais. Tu regardes le modèle économique de Facebook, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Sans même parler de Twitter, dont le modèle économique qui a jamais rapporté des sous, ni même Telegram, qui a même pas vraiment de modèle économique. Ouais. Donc c'est juste totalement incompatible avec le modèle économique des plateformes. Et j'insiste, c'est pas ce que demande l'Europe. Hein. Mm-hmm. C'est un malentendu sur lequel jouent typiquement des gens comme Thierry Breton, beaucoup de presse, face à quand même une population pour qui la liberté d'expression c'est pas une valeur, la démocratie c'est pas une valeur. D'ailleurs, demande la définition de ce qu'est la démocratie, tu vas voir que on est dans le flou le plus total. Ouais. C'est quoi d'ailleurs pour toi, selon toi, la démocratie Oh là, mais moi j'ai enseigné 10 ans à Sciences Po, on ne va pas me lancer là-dessus. Mais on va dire pour une large majorité des Français, la démocratie c'est quand leurs idées sont au pouvoir. Mmh. Là on sort d'une séquence où on a complètement déraillé d'un point de vue démocratique, et on a in fine une extrême gauche qui s'est retrouvée du mauvais côté du barrage républicain qu'elle a elle-même contribué à construire, et qui du coup hurle à l'atteinte à la Constitution et à la démocratie. Mais ça ne la dérangeait pas trop d'exclure le Rassemblement national des postes de direction de l'Assemblée en se torchant avec le règlement de l'Assemblée nationale. Et c'est ça la démocratie en France. C'est-à-dire que grosso modo, quand il faut piétiner les droits d'un adversaire, il n'y a aucun problème. Mais quand on piétine les siens, ah non, là il y a une atteinte à la démocratie. Donc la plupart des Français ont une vision de la démocratie qui est que c'est quand leurs idées sont au pouvoir qu'on est en démocratie. Un peu comme Elon Musk. Non. Ah non, vraiment pas. Ouais. Ça c'est une déformation par la presse de ce qui se passe du côté d'Elon Musk. Ouais. Et Elon Musk, typiquement, là il est en train de sortir les dessous-salles de la justice brésilienne, avant-hier. Il a sorti la censure par un juge, je crois que c'est Moraes ou c'est Alexandre, je ne sais plus lequel, mais grosso modo, il y a un sénateur de centre-droit, absolument pas un extrémiste, qui s'est fait censurer par la justice brésilienne parce qu'il dénonçait des violences policières et des atteintes aux droits de l'homme de la police. Mmh. Il s'est fait censurer. Et ce qui, visiblement, je me dis conditionnel parce que je ne connais pas la loi brésilienne, est totalement contraire aux règles de loi brésilienne. Donc on a un Elon Musk qui, grosso modo, dénonce la censure de quelqu'un qui a dit « la police tue », pour faire simple. Ça ressemble pas vraiment à un fasciste. Oui, mais évidemment, ça, on l'a passé sous silence. Ouais. Donc on attend patiemment qu'on sorte, et il y en aura certainement, la censure d'un affreux salaud pro-Bolsonaro pour dire, vous voyez bien qu'il protège les fascistes. Ah ouais. Mais la réalité est beaucoup plus subtile que ça. Il protège la liberté d'expression avec une vision qui est certes absolutiste, mais contrainte aux lois locales. Or là, en l'occurrence, il semblerait que la justice brésilienne n'ait pas respecté sa propre loi. Mmh. Ce que la presse se garde bien de dire, parce que l'objectif de la presse, c'est de taper sur Elon Musk. Pas plus loin. Ouais. Donc c'est beaucoup plus subtil que ça. On n'en est pas là en France, enfin en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Dieu merci. Mais on se dirige, nous aussi, vers une décadence démocratique avec un mot qui ne veut plus rien dire. Absolument plus rien dire. Et tu parlais d'Elon Musk, peut-être qu'on peut parler de l'affaire Twitter au Brésil, je trouve ça intéressant. Tu as déclaré assez récemment que Elon Musk a l'Ukraine dans les mains. Sans Starlink, il n'y a plus de guerre en Ukraine. Elon Musk a le programme spatial européen. Sans SpaceX, Ariane est incapable d'assurer à un coût raisonnable le programme spatial européen. Il est peu vraisemblable qu'il se fasse arrêter à sa sortie d'avion, alors qu'on peut lui reprocher exactement les mêmes chefs d'inculpation que l'on reproche à Pavel Durov. Concrètement, si demain il vient en France, lui, il n'a aucun risque de se faire arrêter. Je pense pas. Après, encore une fois, Pavel Durov s'est fait arrêter par la justice française, pas les autorités françaises, pas Emmanuel Macron, pas. Donc,
on n'est pas non plus à l'abri qu'un juge décide dans un coin de reprocher la même chose, ou même genre de truc à Elon Musk et de le cueillir à la sortie de l'avion. C'est possible. Et ce que tu disais justement, c'est qu'il y a quand même, il est trop influent, que ce soit avec. Oui, mais si c'est un juge dans un coin qui prend la décision, qui dit moi je m'en fous, je mets les pieds dans le plat. Ce qui m'intéresse, c'est le respect de ta loi et j'en ai rien à foutre de mettre 12 chefs d'inculpation, dont 11 qui sont totalement fantaisistes. C'est possible. On est rentré dans une forme d'arbitraire. On est rentré dans, moi, ce que je vois comme les derniers soubresauts d'une justice. Parce que si on en est au stade où la justice est obligée d'opérer dans le plus grand secret, de peur que le président de la République prévienne ses potes pour qu'ils ne mettent pas les pieds en France, c'est la fin. Et c'est d'autant plus la fin que ce sur quoi s'appuie ce reliquat de justice indépendante, elle est elle-même en train de le sabrer, vu que c'est la confidentialité et la vie privée. Donc elle est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise, ce qui est vraiment la fin d'un système que pour le coup on pourrait appeler dans un cours de sciences politiques une démocratie. Mais toi, t'en penses quoi d'ailleurs, cette arrestation de Pavel Durov? Parce que d'un côté, effectivement, la justice est restée neutre, mais de l'autre côté, est-ce que les faits qu'on lui reproche... J'appelle pas ça neutre. Encore une fois, 12 chefs d'inculpation. Sur les 12, il y en a 11 qui sont... Quand on en parle avec des juristes, j'ai fait plusieurs podcasts là-dessus avec des juristes qui sont au niveau européen, qui vraiment sont des pros du droit. Il y a vraiment 11 de ces 12 chefs d'inculpation qui leur semblent complètement martiens. Okay. Le seul qui tient la route, c'est manque de coopération avec la justice. Là, personne ne nie qu'il y a très vraisemblablement un manque de coopération avec la justice. Ouais, tout à fait. Alors quand je dis neutre, c'est neutre par rapport à la position du président, parce que non, isolé. Ayant fait l'objet de moult précautions pour ne pas avoir une interférence du président de la République. C'est ce qui, en tant que tel, est déjà un aveu de la situation de la séparation des pouvoirs en France. Ouais. Et alors, pour venir donc sur Elon Musk, c'est intéressant. Donc, tu as cité, je te cite sur un précédent tweet, Musk annonce la publication prochaine de leaks en provenance des archives de Twitter, montrant la façon dont la justice brésilienne a interféré dans les élections. Ça y est, ça a commencé à sortir. Ouais, ça commence à sortir depuis. Depuis même pas une semaine. Ok. Est-ce que tu peux rappeler l'incident en cours au Brésil? Parce que là, au Brésil actuellement, donc Twitter a été censuré. Twitter censuré au Brésil. Les Brésiliens qui se ruent sur les VPN. La justice brésilienne qui a annoncé des amendes colossales pour quiconque accéderait à Twitter. Mais ça va être compliqué parce que c'est des infractions de masse. C'est comme Adopi. Starlink, qui est indispensable au Brésil. Il faut bien voir le territoire brésilien, c'est gigantesque. Il est hors de question de mettre de la fibre partout, ou même des antennes. C'est pas possible. Et donc l'armée qui a communiqué officiellement en disant vous êtes bien gentils, mais nous sans Starlink, on est dans la merde. Les hôpitaux, à partir du moment où ils sont pas dans les grandes agglomérations, ils sont dépendants de Starlink. Donc eux-mêmes sont en train de se dire attends, il va falloir qu'on revienne à la radio onde courte. C'est-à-dire au Moyen-Âge et la bougie, quoi. Et Starlink, qui dans un premier temps, alors qui a aussi été censuré. Est-ce que c'est arbitraire ou pas, sincèrement? Faudrait vraiment avoir les doigts dans la justice brésilienne pour avoir un avis là-dessus. Toujours est-il que Starlink ne peut plus encaisser ses abonnements au Brésil, a décidé de fournir une couverture gratuite aux Brésiliens, tout comme il l'a fait aux Ukrainiens, parce qu'il faut bien quand même rappeler que dans les premières heures de la guerre en Ukraine, les Russes ont détruit tous les moyens de communication ukrainiens. Et donc sans Starlink, la guerre se sera arrêtée en une semaine, il était à Kiev. Il est en train de refaire la même chose au Brésil. Évidemment, il n'avait pas censuré Twitter sur le réseau Starlink. Il a fini par le faire parce que d'un point de vue juridique, c'était vraiment trop compliqué de ne pas le faire. Mais parallèlement à ça, Jack Dorsey, l'ancien propriétaire et boss de Twitter, mais toujours gros actionnaire de Twitter aujourd'hui, a commencé à faire la promo pour des VPN et des machins. Donc grosso modo, les Brésiliens sont comme une quantité faramineuse de pays dans le monde. Ils sont en train de basculer tous sur l'usage du VPN, de Tor et tout un tas de systèmes de contournement. C'est pas le premier pays qui censure. C'est pas très compliqué de contourner ce genre de censure. Et surtout quand c'est fait de façon massive, c'est très compliqué de réprimer une société. Donc on va voir si ça provoque une crise majeure politique au Brésil et une destitution de Lula. Évidemment, c'est compliqué parce que la façon dont nous a vendu Lula, c'est que c'est un gentil. On n'a jamais insisté sur les affaires de corruption qui touchent aussi Lula. Il est corrompu comme les autres. C'est des pays où, de toute façon, il n'y a pas d'alternative à la corruption. Mais la façon dont on le market en France, c'est Bolsonaro méchant.
Bon, ce qui est facile, hein, c'est vraiment. Et Lula gentil, ce qui est vraiment prendre des gens pour des cons. Vraiment... Il a quand même pas mal de casseroles, Lula. Il a fait pas mal de prisons. Oui, il a énormément de casseroles. Mais il y a d'une façon générale, quand on vous vend une situation comme il y a les gentils et les méchants, c'est qu'on vous prend pour un abruti. Que ce soit Trump versus Kamala Harris ou de quoi que ce soit. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. C'est uniquement dans les contes de fées qu'on raconte aux petits-enfants. Et si on vous raconte ça, c'est qu'on vous prend pour un gamin. Ouais. Plus encore en géopolitique, où... c'est l'idée de gentil, de méchant est complètement martienne en géopolitique. Déjà, quand on parle de la politique intérieure, que ce soit du Brésil, des États-Unis ou d'ailleurs, c'est des contes pour enfants, mais en géopolitique, ça n'a aucun sens. Absolument aucun sens. Ouais. Alors, est-ce que tu peux rappeler du coup, Twitter là, au Brésil, il y a eu des leaks faits sur la plateforme. Quel type de leaks d'ailleurs De décisions arbitraires de la justice brésilienne destinées à censurer typiquement des opposants politiques. Donc ça ressemble aux Twitter Files révélés, qui révélaient à peu près la même chose sur le territoire américain. Ouais. Sauf que là, c'est pas le FBI qui fait pression pour censurer des républicains, des élus, des militants, tout un tas de choses, ou l'affaire Hunter Biden, ou des gens qui disaient des choses, pas nécessairement des théories conspires ou des mensonges sur le Covid, y compris des gens qui étaient juste pas d'accord avec la politique sanitaire de Fauci, qui ont été censurés. Là, il s'agit des autorités judiciaires et probablement pas toutes les autorités, mais il s'agit d'autorités judiciaires brésiliennes qui, en violation avec la loi, ont exigé la censure de politiques brésiliens et de politiques. Jusqu'ici, on est au début des révélations, mais pas de politique nécessairement pro-Bolsonaro, même si visiblement il y a des pro-Bolsonaro qui ont été censurés. Là, le dernier en date révélé hier, c'est un centre droit, c'est Podemos. Alors c'est pas le même Podemos qu'en Espagne, mais au Brésil, c'est du centre droit. Pour peu que, après il y a rarement des transpositions possibles entre la politique française et une politique étrangère, mais c'est du centre droit et il a été censuré parce qu'il dénonçait des violences policières. Quand on dit censuré, c'est censuré par la plateforme elle-même. Oui, c'est avec la justice qui a dit faites-moi sauter ce compte. Ouais. C'est-à-dire que quand Musk a récupéré Twitter, il a récupéré les archives. Ouais, c'est ça. Donc il a récupéré des choses qui s'étaient passées avant qu'ils prennent le contrôle. Et du coup, il a d'ailleurs menacé Breton de révéler des trucs. Et il a même sous-entendu que Breton lui aurait proposé un deal tout à fait similaire de censurer des choses en dehors de tout cadre légal pour éviter une amende de l'Europe. Ouais. En sous-entendant d'ailleurs que Facebook avait accepté le deal. Ouais, d'ailleurs à l'époque du Covid aussi, je crois que c'est le gouvernement français qui avait proposé, qui avait demandé à censurer certaines informations pour pas propager certaines news. Il y a eu des censures, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ouais. Il n'y a aucune raison, il y a eu des censures en Angleterre, ça a été révélé dans des leaks de conversations WhatsApp privées qui impliquaient Boris Johnson. Il y a une censure aux États-Unis, ça a été révélé dans les Twitter Files. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu la même genre de choses en France. Ouais. On a tous vu des trucs étranges. Et puis surtout, on a tous vu le déferlement des chasseurs de conspi qui ont pris les plus tarés d'entre eux, qui voyaient des puces 5G, Bill Gates en train de... Et qui ont ramené tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec la sainte parole de l'État aux tarés qui voyaient Bill Gates en train de manipuler nos cerveaux à travers des puces 5G. Ouais. Ça, il y aura des comptes à rendre à un moment ou à un autre, mais évidemment, dans les gens qui avaient un avis divergent de celui des saintes autorités, il n'y avait pas que des fous furieux qui voyaient Bill Gates en train de prendre le contrôle neuronal de nos cerveaux à travers des puces 5G, nanoparticules de je ne sais trop quoi. Yes. Il y avait aussi des gens qui n'étaient juste pas d'accord avec la politique sanitaire, qui avaient d'autres avis, et qui, aux États-Unis, ont été censurés. Et en France, a priori, c'est vraisemblable qu'il en ait été de même. Yes. Je trouve ça intéressant de revenir justement sur le rôle dangereux que peuvent avoir les réseaux sociaux. Je pense que ça rappelle un peu le scandale Cambridge Analytica, où à l'époque, Trump a pu cibler certaines parties des États-Unis pour justement emporter l'élection. Quand les réseaux sociaux sont utilisés comme une arme de propagande, est-ce que ça représente une menace pour nos démocraties ? Alors ça remonte à la question de c'est quoi une démocratie, et là il n'y a pas du tout consensus. Il n'y a pas plus consensus sur c'est quoi la démocratie que c'est quoi la laïcité. Il n'y a aucun consensus national là-dessus. C'est une notion très subjective, mais c'est vrai que... C'est pas une notion subjective, non, c'est une notion qu'on apprend dans les écoles de sciences politiques. Mais après le problème c'est que c'est bien gentil d'apprendre ça en première année de Sciences Po, mais on s'en fout totalement. Le problème c'est la perception de l'état de la démocratie par la population. Elle est désastreuse.
il y a Sciences Po, là encore, fait des sondages d'opinion publique avec des rounds réguliers au Cevipof qui permettent de mesurer la confiance, typiquement, dans les différentes institutions qui constituent la démocratie française. La situation est catastrophique, notamment vis-à-vis de la justice. C'est dramatique. Donc, de toute façon, il n'y a plus du tout consensus au sein de la société française pour dire que la France est une démocratie. Ça ne fait pas une dictature, attention. Ouais. C'est pas une notion binaire du tout. La démocratie et la dictature, c'est un long spectre. Deux extrêmes peut-être. C'est deux extrêmes d'un. Si on imagine que c'est juste monodimensionnel, et ça ne l'est pas. C'est juste un long spectre. D'un côté, on a la Corée du Nord. De l'autre côté, on a la Suisse. Et au milieu, on a la France. Et la Russie, qui est pas si loin de la France. Parce que la Russie, il y a une chambre haute, il y a une chambre basse, il y a une élection présidentielle, il y a des partis d'opposition, il y a une presse libre. Et donc au final, si vraiment tu mets la Suisse d'un côté, où ils passent leur vie à faire des votations, et pour le moindre truc, c'est la population qui décide. C'est ça, ouais. Et ils n'ont rien à foutre de leurs hommes politiques, ce qui les intéresse, c'est les idées. Et puis de l'autre côté, la Corée du Nord, qui est une espèce de gag, mais qui a le mérite d'être explicite, quoi. Là, j'ai vu récemment qu'ils avaient abattu 200 personnes parce que ils respectaient pas les normes sanitaires dans les restaurants, je crois. Mais ceci dit, si on faisait ça en France, bon, tout le monde respecterait les normes sanitaires. Hein. C'est pas idiot. Ça éviterait des intoxications alimentaires. Ça se discute. Enfin, toujours est-il que personne ne va défendre la Corée du Nord, donc c'est pratique de le mettre à cet endroit-là. Il faut vraiment se réfléchir à où est la France dans ce spectre. La France est au milieu. Donc, c'est plus une démocratie. Je pense que maintenant, il y a un large consensus dans la population, surtout après le gag du Front républicain, où là aussi les valeurs de la République, c'est quoi ? Tu pourrais me sortir quelles sont les valeurs de la République selon toi ? Waouh, c'est un vaste. Ouais, il faudrait que je réfléchisse. Les valeurs de la République. Ouais. C'est de la poudre de perlimpinpin qu'on t'a jeté au visage. Tu n'as pas réfléchi un instant, mais tu dis oui, je vais défendre les valeurs de la République. Ah, c'est quoi au fait ? Est-ce que j'ai la même définition que Mathilde Panot et Édouard Philippe ? Est-ce que ces deux-là ont la même définition ? Visiblement pas, vu que Mathilde Panot s'est retrouvée du mauvais côté. Il devait y avoir un léger quiproquo sur... Mais la réalité, c'est que c'est de la poudre aux yeux. Ouais. Et en quoi... le RN, en quoi ils sont anti-parlementaires, anti-valeurs de la République ? Ça, pour des anti-parlementaristes, c'est décevant quand même. Hein. C'est une pure embrouille. Donc on est sur des mots valises, hein, valeurs de la République, démocratie, qui ne font absolument pas consensus dans la population. Complètement. Pour certains, comme démocratie ou valeurs de la République, tu serais bien en peine de les expliquer, y compris pour des représentants élus. Hein. Dans le meilleur des cas, ils vont te sortir liberté, égalité, mais liberté, elles fondent comme neige au soleil. Non, mais c'est vrai, c'est un mot rassurant, mais qui est dur à expliciter, je suis d'accord. Ou plus exactement, que tout le monde va s'approprier. Donc tout le monde défend la démocratie, quitte à piétiner la démocratie du voisin. Mais c'est pas ça la démocratie. Ouais. Donc on est vraiment dans l'embrouille. Ouais, c'est intéressant. Alors pour venir sur les réseaux sociaux, tu penses que quand même le fait qu'ils peuvent être utilisés par les gouvernements comme une arme de propagande, est-ce que c'est d'un côté ils permettent à la population de s'exprimer, de l'autre côté ils peuvent être utilisés pour retourner un peu les masses. C'est quoi un peu la bonne solution pour qu'ils fassent que le bien entre guillemets, dans le monde des bisounours, hein. Voilà, c'est la MDMA. En dehors de ça, je crois qu'il y a des drogues chimiques équivalentes aujourd'hui, j'y connais rien. Moi, quand j'étais gamin, c'est avec la MDMA. Mais la MDMA est une excellente solution. Alors après, faire tourner un pays où tout le monde est sous MDMA, je pense qu'on va avoir un petit problème sur création de valeur. C'est pas fantastique la MDMA. On peut passer un bon moment, mais ça va finir par poser problème. Mais en dehors de la MDMA, je ne vois pas de solution. C'est la question en tant que telle. Le bien et le mal, on va basculer dans la philosophie, hein, mais il y a forcément le bien et le mal. Le problème, c'est de sanctionner le mal. Or, on n'est plus dans un état de droit. Et à tous les niveaux. Hein. C'est bien gentil, c'est nous qui dénoncent le fait que les mecs s'arrêtent pas au contrôle routier, ils craignent rien, et ils ont des curriculums longs comme le bras, et ils mettent jamais les pieds en prison. Oui, ok, ouais, c'est vrai. Mais les élus aussi. Ouais. Les élus aussi, mais tout le monde. Il n'y a pas un seul média français, à 4-5 exceptions près, qui respecte le RGPD. Pas un seul.
Donc, bon, qui respecte la loi à part les couillons qui croisent des radars routiers et qui n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils ont automatiquement une amende? Personne. Absolument personne. Tu respectes le code des impôts parce que t'as pas le choix. Ouais. Mais c'est fini l'état de droit en France. Mais pour revenir sur les réseaux sociaux, peut-être que alors une alternative, je sais pas si c'est la bonne, mais il y a aujourd'hui, en tout cas dans la blockchain, on a des réseaux sociaux décentralisés. Non, c'est la pire. Mais alors, je pense que le sujet de la modération reste le même. Enfin, Non. Ah, il est infiniment pire. Ouais. Il y a eu une expérience qui s'appelle Mastodon. Lors d'un des multiples scandales autour de Twitter, il y a eu un grand mouvement pour aller sur Mastodon. Ok. Ça a été la démonstration flagrante que le pire qu'on pouvait faire en matière de censure, c'était de confier ça à la gauche française. Ça a été terrible. Parce que Mastodon, c'est les admins de chaque instance qui font leur blocklist comme bon leur semble. Okay. Aucune gouvernance de quoi que ce soit. Et Mastodon, donc c'était un projet, c'était... Non, c'est pas du tout un projet, c'est un système de réseau, c'est un équivalent de Twitter en décentralisé. D'accord. Qui existe depuis belle lurette, okay. Qui avait jamais connu de succès, qui à un moment a vu déferler une tonne de couillons, dont beaucoup de journalistes, qui s'imaginaient trouver là un territoire beaucoup plus sain que sur Twitter, et puis se sont retrouvés dans du décentralisé avec une multitude d'instances qui chacun censurait tout ce qui leur plaisait pas. Et donc au final, ils se sont retrouvés en RDA. Et comme c'était vraiment la démonstration que on va faire semblant juste 5 minutes pour le plaisir de la démonstration que Elon Musk est un nazi et qu'Elon Musk effectivement est très laxiste en matière de censure. Et ben on a été voir ce que ça donnait en RDA, donc quelque part l'inverse des nazis. Et ben c'est bien plus flippant, beaucoup plus flippant. Donc au final tout le monde est revenu sur Twitter, ils continuent à gueuler, hein, mais et puis ils insistent pas trop sur cette expérience Mastodon, mais Mastodon a démontré que effectivement, si on confiait la censure à des gens qui censuraient en fonction de leur sensibilité, on se retrouvait en RDA. Ouais. Et donc il y avait vraiment plus la moindre information. C'est intéressant. Alors après, moi je pense à des réseaux type Warpcast sur le protocole de Forecaster. Bon, en vrai, j'ai l'impression que c'est plutôt bonne ambiance, mais après peut-être que finalement la qualité de la modération est peut-être proportionnelle au nombre d'utilisateurs. Je pense qu'elle est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs, parce qu'on est sur la loi de Metcalfe. Voilà, on est sur du Metcalfe. Oui, c'est évident. On est sur instinctivement, je dirais qu'on est sur quelque chose qui ressemble à la loi de Metcalfe. Ça se trouve, la loi de Metcalfe s'applique à ça. Il faudrait creuser. Mais on est plutôt sur le carré des utilisateurs. Ok. D'ailleurs, la loi de Metcalfe, pour rappeler, c'est qu'en gros, la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs, parce que dès qu'il y a un nouvel utilisateur qui arrive sur le réseau, il peut parler à tous les utilisateurs déjà présents. Ouais. Alors, ouais, une fois qu'on s'est dit tout ça, j'ai l'impression que le sujet de la modération, c'est un peu un sujet sans issue. Je sais pas, peut-être que l'IA pourrait permettre de résoudre ça. C'est la sécurité et la liberté. C'est vraiment c'est les mêmes arbitrages sécurité-liberté. Ouais. À quel point tu es prêt à payer de ta liberté pour avoir plus de sécurité? Et surtout, où est-ce que tu t'arrêtes dans un monde où aujourd'hui on censure bien au-delà de la loi? C'est-à-dire on censure ce qui est susceptible de heurter. La loi, c'est pas ça la loi. Si je mégenre quelqu'un, la loi française n'en a rien à foutre. Je vais être censuré sur tout un tas de canaux de communication. Il y a plein de trucs qui vont faire que non seulement si moi ou quelqu'un d'autre met les pieds dans le plat d'un truc qui est absolument pas légal, mais qui va heurter la sensibilité de X, Y ou Z, il va être censuré, il va avoir une campagne de bashing contre lui, et peu importe ce que dit la justice, on a, comment s'appelle ce trompettiste Ibrahim Malouf. On a Ibrahim Malouf, donc qui a été accusé carrément de pédophilie. Yallah. On s'est aperçu par la suite que la fille qui l'avait accusé, et elle l'a elle-même admis, avait menti. Ça n'empêche pas d'être exclu encore aujourd'hui. C'est vrai que je crois que c'était au festival du cinéma américain à Deauville où il a été au dernier moment sorti du jury. Voilà, donc on est complètement sorti du cadre de la loi, on est complètement sorti du cadre, enfin pas complètement, mais on n'est plus dans un état de droit. L'indépendance de la justice, on vient de le voir, ça n'est faisable que si elle prend des luxes infinis pour préserver sa confidentialité et sa vie privée. Or c'est cette même justice, à travers le chat control par exemple, qui est en train de mettre fin à toute possibilité de vie privée. Donc on est sur des couillons qui sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont assis sur la branche, hein. Il y a la démocratie, il y a le journalisme, il y a plein de choses. Tout ça
est en passe d'être terminée. On en a vraiment, dans les années qui viennent, c'est fini. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Moi, ça fait 20 ans que je lutte contre ces trucs-là, donc j'ai un peu de recul. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire. On peut en parler dans les podcasts, j'en parle à la télé régulièrement. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire. Si ce n'est se préparer des formes de résistance d'une façon ou d'une autre, mais c'est clair que des gens comme moi, on pourra toujours communiquer de façon confidentielle. Hein. Oui. Mais avec qui? Et il faudra avoir des gens qui soient capables de communiquer de façon confidentielle en face. C'est bien gentil d'être soit capable de le faire, mais si en face, on a des gens qui n'en sont pas capables, c'est fini. Est-ce que aussi peut-être apporter plus de transparence aux réseaux sociaux, que ce soit sur la censure ou sur... Non, le code de Twitter est sur GitHub. Qu'est-ce que tu veux faire de plus transparent? Par exemple, quand Twitter va par exemple censurer tel message, expliquer que telle personne... d'être moins la merci, je sais pas, d'être un peu plus indépendant dans la censure ou dans le... Ils sont indépendants. Le DSA leur impose, quand on les saisit, de prendre action, quitte à ne rien faire, mais de prendre action. Avec, s'ils ne prennent pas action, la possibilité que ça leur soit reproché pour peu que ça soit signalé par un signaleur de confiance. Donc, y a régulièrement des comptes qui sautent, des contenus qui sautent sur Twitter. Hein. Donc, Twitter prend action, signale à l'utilisateur qu'il a pris action et te donne la possibilité d'un recours. C'est le DSA, hein, c'est pas Twitter qui a décidé ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire de plus transparent? De l'autre côté, tu as Facebook. Facebook a éliminé quantité d'élus d'extrême droite, une quantité de médias d'extrême droite, une quantité d'influenceurs d'extrême droite, a éradiqué Gaza, qui a disparu de Facebook. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas sur de qui, on sait pas. Ouais. Évidemment, t'as pas l'algorithme. Ouais. Ils sont pas sur GitHub. Donc, non. Qui s'en prend plein la gueule par la presse? Pas Facebook. La presse ferme les yeux sur la situation de censure extrême qu'il y a sur Facebook. Tape sur Twitter. Ouais. C'est un peu la solution. Ça te donne une idée de quel bord est la presse. Pas la démocratie. Ouais. Et pas les citoyens. Mais c'est intéressant, pourtant, en fait, le problème ne vient pas des réseaux sociaux, mais plus de la... Le problème, les réseaux sociaux te font péter à la gueule la situation dans laquelle on est. C'est pas la faute de la presse, c'est pas la faute des politiques, c'est pas la faute c'est aussi notre faute qu'avons voté pour ces couillons, qu'avons pas réagi quand ils sont assis sur les votes. On est les premiers responsables. Les réseaux sociaux t'empêchent de fermer les yeux, où ça devient difficile. Là, les journalistes, de plus en plus, sont en train de s'apercevoir que c'est les prochaines victimes, mais en même temps, il faut être honnête, de toute façon, ils sont sacrifiés. Que ce soit la liberté d'expression qui gagne à travers un phénomène révolutionnaire, un basculement du pouvoir, Dieu sait quoi, ils seront les premiers à être guillotinés. Et si on continue comme ça, ils seront les premiers à être enterrés ou transformés, bon gré mal gré, en communicants. Parce que de plus en plus, ils le sont. Donc de toute façon, foutu pour foutu, effectivement, aller dans le sens d'une lente transformation en communiquant avec quelques rebelles à droite à gauche. Hein. C'est probablement la solution la moins douloureuse, donc ça peut se comprendre, le parcours que prend la presse. Ça peut vraiment se comprendre humainement, il faut se mettre à leur place. Okay. C'est entre ça et se retrouver égorgé dans la rue parce que quelqu'un t'a reconnu en tant que journaliste et que la haine est telle qu'on arrivera nécessairement... C'est important, la disparition d'un état de droit. Hein. C'est le moment où il y a une prise de conscience suffisamment globale. Ça veut dire que chacun est légitime à se faire justice. Dans un pays dans lequel 2-3% de la population a littéralement vrillé durant le Covid et ne reviendra peu à la raison, si demain tout le monde est libre de se faire justice, on n'est pas rendu, ouais. On n'est pas rendu, hein. Ça va faire des dégâts. Et pour venir à ce sujet des réseaux sociaux, si tu veux le résumer en un point, le problème actuel, ce serait quoi Le problème actuel, c'est que la liberté d'expression est un mensonge. On n'y a jamais eu droit. Ouais. Avant les réseaux sociaux, c'était accessible à une élite. Typiquement des gens comme moi qui passaient à la télé, qui éventuellement pouvaient ouvrir leur gueule à la télé. Hein. Du temps de Michel Polac, il y avait plein de gens comme moi qui ouvraient leur gueule à la télé. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais il en reste quand même. Mais ça fait une élite. Qui, le jour où elle dérape trop, peut être quand même un peu remise sur les rails, boycottée. Là, on vit un moment de parenthèse enchantée, où non seulement moi je suis invité aussi bien chez BFM que CNews, que Le Média, que Valeurs Actuelles, que partout. Mais ça va pas durer. Et
essentiellement parce que j'ai un message technologique qui touche aux libertés fondamentales et que contrairement à ce qu'on essaie de faire croire à tout le monde, on n'a pas de partis politiques qui sont opposés aux libertés fondamentales en France. On a une chance folle. C'est pas le cas partout, y compris sur le territoire européen. On n'a pas en France de gens qui se disent non, la liberté d'expression. Il y en a qui aimeraient bien, mais ils l'explicitent pas. Et donc du coup, on vit dans les derniers moments, les derniers soubresauts où à la télé on peut voir des trucs, dans les médias on peut voir encore des trucs, sur les réseaux sociaux tout le monde peut s'exprimer plus ou moins librement, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas faire, on n'a pas le droit de faire de la calomnie, on n'a pas le droit de faire des menaces de mort, il y a plein de choses qui sont interdites. Et puis sur certains réseaux sociaux, ça va bien au-delà de ça. Il est interdit d'être extrême droite, il est interdit de parler de Gaza, il est interdit de beaucoup de choses. C'est pas très clair, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ne pas être en mesure d'informer sur Gaza, sur Facebook, on n'en a rien à foutre, vu que le public qui s'intéresse à Gaza est dans des zones géographiques très denses, très concentrées, qui n'utilisent pas du tout Facebook. Donc, vraiment, ils en ont rien à foutre. Alors que le public qui s'intéresse à ce que raconte l'extrême droite est dans des zones où là, Facebook est le principal outil de communication. Donc, effectivement, cette censure touche aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, tout ce qui n'est pas d'accord avec la sainte parole divine de l'État, mais les effets de cette censure sont totalement disproportionnés. Du coup, tout le monde ferme sa gueule. À part évidemment la presse de droite et d'extrême droite. C'est intéressant. Et pour finir sur l'arrestation de Pavel Durov, je pense que justement c'est une atteinte à la liberté d'expression parce que finalement... La vie privée. À la vie privée plutôt. Ouais. Notamment à travers la cryptographie. Oui, c'est une attaque à la vie privée. Mais la vie privée, c'est le fondamental de la démocratie, de la justice. Elle nous en a fait si on en croit le canard enchaîné, la justice elle-même a fait la démonstration que sans vie privée, elle n'était pas indépendante. Elle ne pouvait pas aspirer à être indépendante. Et comme elle est en train de la détruire, on est vraiment sur des guignols qui scient la branche qui sont ici. Assis également sur la branche de la vie privée, il y a la liberté d'expression. Rappelons que aujourd'hui, un propos raciste en privé est passible d'une peine. Si demain chat control passe et que l'État peut aller surveiller toutes tes conversations, ça veut dire que les conversations de bistrot avec les potes, le tonton raciste dans le groupe WhatsApp familial, potentiellement, ils peuvent devoir rendre des comptes à la justice. Ouais. Évidemment, ça va avoir un impact sur la liberté d'expression. Et ça, c'est un monde qui arrive, mais qui est à nos portes. Oui. Chat control a été retoqué. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est chat control pour l'audience La possibilité pour les autorités en Europe d'avoir accès aux conversations privées sur les messageries de tous les citoyens européens. C'est aussi simple que ça. Okay. Ça a été retoqué par le Parlement lors de la dernière session, ça va forcément revenir à la charge, et tôt ou tard ça passera. Et ça va pas faire justement permettre à des solutions, des messageries cryptées comme Signal d'acquérir. Non, Signal a officiellement déclaré qu'il se retirait du territoire européen si chat control passait. Okay. Donc Signal ne sera plus accessible en Europe. Ok. Il n'y aura pas la possibilité d'utiliser un VPN sur nos téléphones pour pouvoir dialoguer D'abord, tu auras très très peu de monde qui seront sur Signal, parce que la plupart des gens n'utiliseront pas tout ça. Ensuite, tu seras passible, comme au Brésil en ce moment, d'une grosse amende. Donc typiquement, au Brésil, si tu utilises un VPN et que tu publies sur ton compte Facebook, sur ton compte Twitter, tu vas recevoir une amende. C'est intéressant parce que, effectivement, je pense que... c'est pas parce qu'on n'a rien à se reprocher qu'il faut accepter, je pense, ou d'ouvrir l'accès à sa vie privée. Tu as quelque chose à te reprocher, juste tu n'en es pas encore conscient, parce que si aujourd'hui, je prends une totale hypothèse, mais imaginons que tu sois homosexuel, ce qui n'est en aucun cas en infraction avec la loi aujourd'hui, et que demain, imaginons que la version fantasmée du Front National arrive au pouvoir... ce qui est risible parce que la moitié sont homosexuels, mais peu importe. Imaginons que ce soit vraiment des homophobes et qu'ils arrivent au pouvoir, qu'ils interdisent l'homosexualité. On est vraiment dans la science-fiction, mais que vraiment c'est interdit. Tu vas en tôle.
Alors qu'aujourd'hui, tu n'as rien à te reprocher. Parce que je me dis, ce qui est encore plus loin, c'est-à-dire que si demain on regarde ta vie privée à travers des messages, l'étape d'après, c'est quoi? C'est regarder ce qu'il y a dans ton cerveau et comment tu penses. Mais Cambridge Analytica, c'est ça. Il n'y a pas besoin d'aller regarder ce qu'il y a dans ton cerveau. Oui. L'output du cerveau suffit avec une IA à extrapoler ce qu'il y a dans son cerveau. C'est vraiment l'affaire Cambridge Analytica, ça. À travers des likes anodins sur du Coca-Cola, Rihanna et des conneries comme ça, on peut extrapoler tes caractères psychométriques. Et anticiper quelle réponse. À partir de là, construire un message qui soit adapté à ta psychologie, à toi. Comme on sait aussi quelle est ton orientation politique, ton orientation sexuelle, ton machin, on peut te nudger comme un fou. C'est vraiment comme j'ai indiqué ça. Ok. C'est une conversation très intéressante, Fabrice, merci beaucoup. Et j'insiste, comme Analytica, c'est 2015-2016. Ouais. Donc c'est vieux, on a fait des progrès fous depuis. Rien n'a changé. Si, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais entre-temps, il suffit de regarder l'intelligence artificielle qu'on touche tous du doigt. Ouais. La différence entre 2016, où les LLM n'existaient que dans les labos de Google et étaient très 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 loin d'être aussi au point qu'aujourd'hui, on mesurait bien le progrès entre 2016 et 2024. Cambridge Analytica existe toujours, pas sous ce nom bien sûr, mais SCL, qui est la maison mère de Cambridge Analytica, a toujours un siège à, je crois, Genève. Ouais, c'est d'ailleurs. Avisa Partners existe toujours. Pas sous ce nom, ils ont changé de nom. Mais c'est comme La République En Marche, ils ont changé de nom, ils s'appellent Renaissance. Mais ça existe toujours. Si aujourd'hui vous demandez à Alexa quels sont les arguments pour voter Donald Trump, Alexa va vous répondre je ne peux pas vous répondre parce que je suis tenu à une neutralité. Si vous lui demandez quels sont les arguments pour voter Kamala Harris, elle vous sortir toute une liste. Je ferai l'expérience tout à l'heure avec Siri. Il y a un clip qui tourne là-dessus en ce moment sur les réseaux sociaux. Alors Siri, j'ai pas testé sur Siri. Je suis pas sûr d'ailleurs que Siri, qui est quand même très 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 en retard par rapport à Alexa. D'ailleurs, il me semble qu'Apple est en train de passer les partenariats avec OpenAI pour rattraper son retard. Mais il y a un clip qui montre ça sur Alexa qui est... Google après parti pour Kamala Harris. Facebook, il semblerait que Facebook essaye de dire non, moi je vais censurer tout ce qui est politique et je vais être le royaume des petits chats et je veux pas de let me out of here. Et puis Twitter... Alors évidemment, si on écoute la presse, il a pris parti pour Donald Trump. En réalité, je pense qu'il a pris parti pour anything goes. On est aux États-Unis, surtout aux États-Unis, liberté d'expression. Est-ce que le fait que tout le monde puisse s'exprimer va profiter au camp Trump ou au camp Kamala Harris? Je pense que le camp Kamala Harris est empêtré dans ce qu'on appelle le wokisme, qui est l'extrême inverse de la liberté d'expression. Donc a priori, oui, la liberté d'expression va plutôt faire chier le camp Kamala Harris qu'autre chose. Du coup, indirectement, à minima, il prend parti pour Trump. Mais pas de façon aussi flagrante que Google. Google prenait un VPN qui atterrisse aux États-Unis avec un compte tout propre ou même sans compte et faites une requête du genre Kamala Harris quelque chose, Donald Trump quelque chose, vous allez voir le différentiel des résultats de recherche quand ils sont adressés à un public américain. C'est bluffant. Donc oui, on est dans un Cambridge Analytica, sauf que l'acteur qui est clairement totalement biaisé en faveur de Kamala Harris, c'est Google. L'influence de Google par rapport aux réseaux sociaux, c'est pas un réseau social Google. Donc à mon sens, c'est pas une énorme influence. C'est biaisé évidemment, mais c'est pas une énorme influence. Les médias traditionnels, là je renvoie, là aussi c'est un clip qui tourne énormément sur les réseaux sociaux. Il y a Stephen Colbert, qui est un comique américain très connu, plutôt de gauche, qui fait un show qui consiste, qui fait ses fameux late night shows, le meilleur à mon sens, mais je suis un gros fan, et qui a, comme tous ces late night shows, un public avec des chauffeurs de salle qui disent attention quand il faut rigoler. Et récemment, il a interviewé une journaliste star de CNN. Et à un moment, il lui a répondu oui, je sais que sur CNN, vous rapportez les faits tels qu'ils sont. Et le public a éclaté de rire. Et la journaliste de CNN a regardé le public et a regardé Stephen Colbert en disant mais je pensais pas que vous me feriez ce coup-là. Et Stephen Colbert lui a dit mais c'est pas du tout préparé. On n'a pas le chauffeur de salle qu'on dit rigoler, c'est instinctivement le public qui évidemment est complètement en phase avec Stephen Colbert, donc plutôt très très démocrate. En entendant Stephen Colbert dire je sais que sur CNN vous rapportez les faits tels qu'ils sont, a pensé que c'était une blague. Et visiblement ça ne l'était pas.
Donc, si même auprès du public démocrate, les médias les plus démocrates sont pas pris au sérieux, et que le public démocrate sait que les médias démocrates mentent, je sais pas très bien ce qu'il en est en France, parce que la situation est beaucoup plus hypocrite en France. Mais aux États-Unis, les choses sont claires. Les médias, personne ne prend ça au sérieux. Et du coup, se réfugie peut-être vers les réseaux sociaux et l'information venant de la tech, qui en fait est manipulée. Twitter était ultra manipulé. Les Twitter Files, c'est vraiment une immense opération de manipulation à très 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 large échelle, et à l'échelle mondiale. Les trending topics, tout était complètement manipulé. C'est assez fascinant, c'est bien plus gros que Cambridge Analytica comme histoire, beaucoup beaucoup plus gros, et vraisemblablement au niveau, si ce n'est mondial, du moins, c'était pas du tout cantonné aux États-Unis, alors que Cambridge Analytica, c'était vraiment le Brexit et l'élection de Trump. Enfin, il y a plein d'autres élections qui ont été truquées par Cambridge Analytica, mais sur cet aspect psychométrie machin, jusqu'ici, il n'y a que ces 2 élections où on les a pris la main dans le sac. Il n'y a aucune raison d'imaginer qu'ils se soient arrêtés après coup, mais ça n'a pas été plus loin. Les Twitter Files, clairement, ça concerne l'Occident dans son ensemble, et ça concerne surtout une manipulation de la presse. La presse a menti sur ces fameuses études qui disaient l'algorithme de Twitter, la censure de Twitter touche majoritairement la gauche plutôt que la droite. Il a été prouvé que c'était exactement l'inverse. Mais la presse s'est fait manipuler parce qu'elle utilise les trending topics comme le météo du buzz. C'est logique, tu fais des contenus dans la presse, tu cherches à rencontrer une audience, et tu as une météo, donc tu sais qu'il y a une tempête qui arrive, tu vas profiter du vent. Il faudra être con pour ne pas le faire. Donc tous les journalistes utilisaient les trending topics étaient complètement manipulés. Ouais, parce qu'en fait, alors ça c'est d'ailleurs quelque chose d'inquiétant, parce que l'algorithme est fait de telle sorte que plutôt que de faire rayonner la vérité, c'est plutôt faire rayonner ce qui va buzzer, entre guillemets, quitte à... rayonner ce qui va buzzer, quitte à complètement truquer, de façon à laisser croire à des journalistes qu'il serait souhaitable de faire des contenus sur tel sujet, avec tel biais, parce que ça va rencontrer un public. Et c'est naturel, le journaliste, avant tout, c'est un business. Comme la plupart bouffent avec de la pub, ceux qui décident des arbitrages éditoriaux, ils vont aller dans le sens de, il faut qu'on attire du public, il faut que ça buzz, il faut que les revenus publicitaires rentrent. Et donc, si tu as un service de météo qui s'appelle Twitter, tu vas l'utiliser. Le service de météo qui s'appelle Twitter, les trending topics, totalement pipoté. Et c'est pour ça aussi qu'il a publié le code, même si c'est quand même un gros partisan de l'open source, les brevets de Tesla sont publics. Le fait de publier le code, c'était aussi une démarche qui consistait à dire, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et donc, l'essentiel du code est publié. Il y a des trucs qui restent dans l'obscurité, c'est pas non plus totalement transparent, faut pas déconner. Mais le code est public. Et donc, tous les délires conspi, souvent des chasseurs de conspi, qui disaient, ils manipulent, machin, non, le code est public. Et non. Régulièrement, j'ai alors c'est surtout, c'est un gros mot, les gens du camp du bien, ils disent je suis shadowban sur Twitter. Non, ça se mesure, j'ai passé ton compte, non, t'es pas shadowban. Oui, mais ils censurent tel sujet. Non, regarde, tu tries sur le mot-clé, il est là ton sujet. Ouais. Oui, mais il laisse la propagande russe oui, mais regarde ce que tu dis, on relève de la propagande aussi, c'est faux. Oui, mais je te bloque. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et on a vraiment des gens qui sont persuadés de détenir la sacro-sainte vérité. Quand tu leur mets le nez face à leurs mensonges en leur disant oui, je sais que les Russes mentent, je suis au courant, mais toi aussi. Et c'est là où on revient sur la notion de démocratie. Ces gens sont persuadés de se battre pour la démocratie. C'est martien. Ouais. Non, c'est clair. Et c'est vrai que ça me fait penser tu mettais aux 2 extrêmes de la démocratie, la Corée du Nord et la Suisse. Et c'est intéressant de se demander comment ça fonctionne aujourd'hui en Suisse. Bon, j'imagine qu'en Suisse, il y a des réseaux sociaux. T'inviteras Alexis Roussel, qui est en Suisse, sera bien plus apte que moi à te répondre. Mais effectivement, moi, à chaque fois que je discute avec des Suisses, dont Alexis, je mesure le fossé qui nous sépare. Immense, absolument immense. La Suisse est une démocratie. Alors, t'as toujours des couillons en France pour dire non, mais c'est tout petit, ça pourrait pas marcher au niveau de la France, tu comprends, parce que. Mais la Californie aussi fonctionne avec le RIC. La Californie, d'un point de vue puissance économique, c'est comparable à la France, et d'un point de vue population, c'est pas très loin non plus. Donc l'argument de ça fonctionne en Suisse, mais on pourrait pas faire fonctionner ça en France parce que tu comprends. Non, il tient pas la route. On pourrait pas faire fonctionner ça en France parce que si on appliquait la démocratie suisse en France, on aurait un changement à 180 degrés de la plupart des orientations politiques du pays.
Il suffit de regarder les sondages d'opinion. Il n'y a aucun rapport en France entre les sondages d'opinion et les orientations politiques du pays. C'est pas très caractéristique d'une démocratie quand on a à ce point un différentiel entre les décisions qui sont prises par les élus et la volonté du peuple. De toute évidence, ça n'a rien à voir. Ouais. Et tous les sondages d'opinion, les uns après les autres, montrent à quel point il n'y a aucune corrélation entre la volonté populaire, qu'on l'aime ou pas, hein, c'est un autre sujet, et les orientations politiques du pays. Donc non, c'est pas caractéristique d'une démocratie tout ça. Pas plus que la Russie. Pas moins. Ça se pose. Yes. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fabrice. Alors, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que d'habitude, on fait plutôt des épisodes axés sur la crypto, la blockchain, mais déjà, Telegram, c'est une. Ça sera pour une prochaine fois. Ça sera pour une prochaine fois, mais c'est vrai que Telegram, c'est une messagerie qui est très utilisée dans l'écosystème. Oui, ce qui est dramatique. Hein, parce que là, pour le coup, on a affaire à des gens qui savent ce que c'est que la cryptographie, donc ils sont inexcusables. Je suis assez d'accord. Inexcusable de ne pas s'être aperçu que d'un point de vue cryptographique, c'était de la merde. C'est parce que c'est connu depuis le début, hein, ils s'en cachent pas non plus. Donc j'avoue que le monde de la crypto qui utilise massivement Telegram. Alors que même sur WhatsApp, par exemple, il y a marqué votre conversation est chiffrée de bout en bout. Alors si il vaut mieux utiliser WhatsApp. Après WhatsApp, il y a une contrainte de 256 personnes par groupe qui est liée à l'élection de Bolsonaro au Brésil. Où WhatsApp a été utilisé par Stephen Bannon, qui est lui aussi impliqué dans Cambridge Analytica. Donc on peut pas faire sur WhatsApp ce qu'on peut faire avec Telegram, ça c'est clair. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il n'y ait pas ce genre de contrainte sur Signal. Mais franchement, utiliser Telegram. Ouais. Bon après c'est pas. Il y a des scams, hein, mais c'est pas non plus des communications qui méritent nécessairement, qui nécessitent d'être chiffrées, ce qu'on trouve dans les groupes Telegram de crypto. Non, mais il y a quand même une antinomie entre des gens qui sont quand même censés être sensibilisés à la cryptographie et l'utilisation d'une plateforme qui chie dessus. Non, tout à fait. Et c'est vrai que dans la blockchain, quand même, les valeurs de transparence, de décentralisation, c'est quand même des valeurs centrales. Et donc, c'est vrai que parler aujourd'hui des réseaux sociaux et de l'impact que ça peut avoir sur nos vies, je trouve que c'était quelque chose d'important de discuter. Donc, merci à toi, Fabrice. Merci d'avoir reçu. C'était super. À bientôt. Yes, à bientôt.